Ce matin, j'ai reçu un lien vers un article sur la Russie et sur le site France Info avec le commentaire suivant: Est-ce que tu partages l'avis de ces experts en expertise? Par contre, je me suis fait une réflexion justement, c'est que je constate que toutes les questions qu'on me pose finalement sur Internet, toutes concernent la Russie. Il n'y a pas d'autres sujets. Il y a uniquement la Russie qui intéresse tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas sur ma chaîne, enfin moi en tout cas. Tandis qu'il y a tellement d'autres sujets qu'on pourrait explorer ensemble. Mais enfin bon, passons, c'était juste un petit écart lyrique. Russie, 5 choses à savoir sur l'élection présidentielle que Vladimir Poutine est assuré de remporter. Les électeurs russes sont appelés aux urnes de vendredi à dimanche pour le premier scrutin présidentiel depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Une élection qui n'est pas vraiment aucun opposant réel n'ayant autorisé à se présenter. Et là, je commence la lecture de l'article avec mes commentaires par-ci par-là, là où il en faudra. Un scrutin particulièrement attendu, dont l'issue semble pourtant déjà connue. L'électorat russe est appelé aux urnes donc du 15 au 17 mars pour une élection présidentielle qui doit sans surprise aboutir à la réélection de Poutine pour un cinquième mandat, le troisième consécutif. L'autoritaire dirigeant russe... Alors, il est autoritaire pour les uns et l'un est moins pour les autres. Ça dépend sous quel prisme ou à travers quel prisme voir les choses. Bien évidemment, pour tout l'Occident collectif, il est autoritaire. Après, ça dépend, ça dépasse, j'ai envie de vous dire, les gars. Et donc, l'autoritaire dirigeant russe, président ou chef du gouvernement depuis un quart de siècle, est candidat pour se maintenir à la tête du pays au moins jusqu'en 2030. Jusqu'au-là, tout est factuel, bon, mis à part la petite phrase furtive, l'autoritaire dirigeant russe. Ce vote est un simulacre d'élection présidentielle, décrit France Culture, tant le Kremlin étouffe toute alternative au président sortant. Il a lieu un mois après la mort en détention de la principale figure de l'opposition, Alexei Navalny, dans des circonstances troubles. Alors ici, stop, non, je ne suis pas d'accord avec ces deux affirmations. La principale figure de l'opposition, Navalny n'était la principale figure de l'opposition que pour les Occidentaux. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Navalny, je ne vais pas rentrer dans le même débat, ça ne sert à rien que je me répète, vous retrouverez ces vidéos sur ma chaîne si ça vous intéresse, tout est expliqué par A plus B. Mais je répète, Navalny n'était pas une figure de l'opposition. Bon, même si l'Occident s'efforce depuis des années de le présenter comme tel, et donc on nous dit qu'il est mort dans des circonstances troubles, eh bien non, encore une fois, puisque même le patron des services secrets ukrainiens avait dit, je le cite presque mot à mot, « Je vais vous décevoir, mais il semblerait que Navalny est décédé d'une mort naturelle, que tout s'est passé exactement comme Itartas l'a déclaré le jour même de la mort de Navalny. » Pourquoi il y a eu autant de tergiversations avec la délivrance du corps à la famille? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment suivi. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé louche, mais finalement, ça a duré beaucoup moins que les détracteurs le disaient. Donc bon, je ne peux pas dire qu'il est mort dans les circonstances troubles, même si, bien évidemment, précaution oratoire comme d'habitude, très important dans ce genre de cas. Il est clair que les conditions dans lesquelles elle était détenue, je veux dire, c'était pas parsemé des pétales de rose. On est d'accord, ça c'est clair. On peut dire qu'on l'a amené, enfin je veux dire sa santé générale, peut-être qu'on l'a amené à ce qu'il soit mort de cette mort naturelle. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, j'étais pas là, je ne peux pas le dire. En tout cas, dire qu'il est mort dans des circonstances troubles, là pour le coup, c'est tiré par les cheveux comme expression. Je poursuis. Pourtant, le porte-parole du Kremlin, Peskov, assure que le scrutin organisé est le type d'élection que notre peuple souhaite. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Peskov, il est le porte-parole du Kremlin depuis à peu près Mathusalem, donc il est clair qu'il ne dira que ce qu'il doit dire. Là, je veux dire, c'est... Selon la commission électorale centrale créée par l'agence de presse russe TASS, donc 112 millions de personnes sont appelées à voter en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou. Bon, bien évidemment, ces chiffres-là, j'ignorais. S'y ajoutent presque 2 millions d'électeurs qui vivent à l'étranger. En Ukraine, le vote a débuté fin février dans la région occupée de Zaporozhye,
Rapporte TASS en attendant un résultat qui fait peu de doute. France Info résume ce qu'il faut savoir au sujet de l'élection présidentielle dans le plus vaste État du monde en guerre contre l'Ukraine depuis plus de 2 ans. Bon, là, j'ai rien à commenter, à rajouter. Une espèce de sous-titre. Vladimir Poutine se maintiendra jusqu'en 2030 et peut viser 2036. Bon, alors personnellement, quand j'ai lu ce titre, je me suis arrêté parce que je me suis dit, là, ils vont vraiment fort, mais finalement, c'est que si aujourd'hui il reste jusqu'à 2030, et si jamais en 2030 il se représente, donc il pourra aller jusqu'à 2036, ce qui ne veut pas dire qu'en 2036 il va se représenter à nouveau. Mais mon avis, quelque part, je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà pu dire par ailleurs dans la décennie précédente, il est logique, même si beaucoup d'Occidentaux ne peuvent pas le comprendre, mais il est logique qu'actuellement, Poutine se représente. Si on prend par exemple Zelensky, lui, il a tout simplement annulé les élections dans son pays. Lui, il a fait encore plus simple. Il les a annulées tout en restant président, sous prétexte que, après avoir éliminé tous ses détracteurs, toute son opposition, il n'y a plus aucune chaîne en Ukraine qui peut dire quoi que ce soit à l'encontre du discours officiel. Donc ça, bien évidemment, personne n'en parle dans les médias des grands chemins en Occident. Par contre, la Russie, bien évidemment, c'est le pays le moins démocratique de la Terre, hein, c'est bien connu. L'Ukraine, ça va. La Russie, non. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je ne pensais pas que, comme d'ailleurs énormément de gens ne pensaient pas, tous les analystes, des vrais analystes qui suivent vraiment les choses et qui comprennent vraiment de quoi elles parlent, ils sont très peu nombreux. Et donc, tous ces gens-là disaient qu'il est peu probable que Poutine se présente en 2024. Mais le problème, c'est que ce genre d'annonce, on faisait avant le 24 octobre 2022. Le 24 février 2022. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle, il est d'une certaine manière logique, qu'il n'en déplaise encore une fois à toute une panoplie de gens, que Poutine se représente. Par contre, le fait qu'il soit réélu avec une majorité absolue, je vais m'abstenir de commentaires. Mais par contre, c'est ça que je voulais surtout dire, pour moi c'est ça qui est important, c'est que, bon, qu'il soit réélu maintenant, c'est un fait déjà acquis, et je le dis de manière tout à fait tranquille encore avant les élections, parce que tout le monde le sait, qu'il reste jusqu'en 2030, on ne sait pas. Je pense qu'il prépare sa relève, on en parle déjà depuis au moins 10 ans, mais le truc c'est que là, il avance un âge. Aujourd'hui, il a 71 ans. En 2030, il va avoir l'âge de Donald Trump aujourd'hui, 77. Et en 2036, il aurait déjà 82 ans, c'est-à-dire qu'il serait plus âgé que Biden aujourd'hui. Dans quel état de santé mentale et santé générale serait Poutine dans 12 ans? Personne n'est capable de le prédire. Est-ce qu'il serait encore là? Personne n'est capable de le prédire. En tout cas, je pense que ne serait-ce que idéologiquement, démocratiquement et tout ça, c'est clair que ça serait mieux si Poutine ne se présentait pas en 2030 pour la énième fois. Parce que non seulement déjà là, on va lui mettre la casquette de l'empereur de tous les temps et de tous les peuples, et surtout, ça n'arrangera absolument pas l'image de la Russie pour les décennies à venir. Ça sera très compliqué. Il va falloir ramer très longtemps pour expliquer au reste du monde que la Russie est un pays démocratique. Même si, quand on observe finalement la Chine, la Turquie, l'Inde, je veux dire, l'Iran, il y a de tout, quoi. On observe un peu de tout. Mais ce qu'il faut comprendre, là je fais vraiment un écart là, de cet article, et comme ça j'explique le fond de ma pensée, c'est que la démocratie russe, la démocratie à la russe, ne sera jamais telle que les Occidentaux l'entendent. Ce n'est pas possible. C'est une autre culture, c'est une autre histoire, c'est une autre mentalité. La démocratie encyclopédique, telle qu'on se l'imagine, déjà la démocratie encyclopédique, elle n'existe absolument nulle part. Ni en France, ni dans aucun pays occidental, nulle part. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait, puisque la perfection n'existe pas. La démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend, vers lequel on essaye d'aller, mais qu'on n'atteindra jamais.
Et donc, par-dessus tout ça, maintenant, la démocratie russe à proprement parler, je pense qu'elle ne sera, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis certain, elle ne sera jamais telle que les Occidentaux euh, se l'imaginent, telle qu'ils l'attendent des Russes. Et donc, déjà, je l'ai dit par ailleurs dans d'autres vidéos, par exemple, pendant l'époque Poutine, avant la guerre avec l'Ukraine, la liberté d'expression en Russie était, pour moi, largement supérieure à celle qu'on connaît en France, qu'on connaît en Europe. Depuis la guerre, les choses ont changé. Depuis le début de la guerre, les choses ont forcément changé. Au risque de me répéter, encore une fois, le pays est en guerre. Donc on ne peut pas laisser à tout un chacun, en ayant ce genre d'outils dans sa poche et donc en ayant accès à la toile, à Internet, de dire tout et n'importe quoi. Ça devient ingérable. Donc il faut unir, on va dire, le peuple dans un but précis. Et forcément, je veux dire, l'Ukraine fait la même chose de son côté. Aucune opposition n'est acceptée. Il faut forcément être contre la Russie et pour l'Occident et pour Zelensky et compagnie. Donc en Russie, forcément, c'est l'inverse, quoi. Donc là, comprenant ça, je ne peux pas vraiment jeter la pierre ni aux uns ni aux autres, puisque en réfléchissant à tout ça de manière dans l'absolu, ça devient instantanément clair qu'on ne peut pas faire autrement. Mais la démocratie, parce que là j'ai parlé de la liberté d'expression, la démocratie c'est autre chose, c'est démos et cratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. La démocratie en Russie, il faut croire que elle aura toujours sa forme particulière. J'ai du mal à voir, moi, avec mon logiciel, puisque, encore une fois, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans, et aujourd'hui, j'y vais régulièrement. Donc, avec mon logiciel, j'ai du mal à imaginer la Russie vraiment démocratique telle qu'on le décrit dans les manuels, quoi. Ça serait compliqué. Donc, cette démocratie-là sera toujours différente. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est comme ça. Bref, donc je finis mon écart lyrique, encore une fois, et je replonge dans l'article. Le dirigeant russe a révélé... Oui, juste là, excusez-moi, parce que je suis en train de sauter du coq à l'âne. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ça serait vraiment bien, encore une fois, je résume, qu'en 2030, Poutine ne se représente pas, que, premièrement, bien évidemment, que la guerre soit finie avant, naturellement, parce que c'est juste pas possible. Il y a déjà 1 demi-million de morts des deux côtés. C'est quand même à la base, encore une fois, je précise, c'est une guerre civile, quoi. C'est le même peuple qui meurt. Il y a 1 demi-million de morts. C'est dingue. Est-ce qu'on arrive en fait à mesurer ce que ça représente, quoi? C'est absolument énorme. Donc, il faut que cette guerre s'arrête au plus vite possible, bien avant 2030. Bien sûr, je l'espère, mais vu comme c'est parti, c'est pas impossible que c'est parti vraiment pour durer. Combien de temps? Encore une fois, personne n'est capable de le dire. Alors certains vont dire, oui, attends, t'as Donald qui va arriver au pouvoir, elle va tout changer. Donald, elle fait beaucoup d'annonces qui ont justement cette tendance d'avoir des effets d'annonces. Et après, une fois qu'il est au pouvoir, il les oublie tranquillement parce qu'il y a quelques années, il a quand même promis de mettre en tôle Hillary Clinton. Elle n'est jamais passée par cette case. Hein. Jamais. Bon. Donc là, aujourd'hui, quand il dit qu'il peut arranger la paix entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, il est gentil. Il est gentil. Très intéressant, ce garçon de 77 ans. Bref, donc, le dirigeant russe a révélé qu'il était candidat à sa réélection le 8 décembre lors d'une cérémonie de décoration au Kremlin. Une annonce faite au détour d'une discussion présentée comme spontanée. Au nom de tout le peuple, au nom du Donbass, je voudrais vous demander de participer à ces élections parce qu'il y a encore beaucoup de travail, lui a déclaré un militaire de la République populaire autoproclamée de Donetsk, un des territoires occupés dans l'est de l'Ukraine. Et la réponse de Poutine, j'ai eu des idées différentes à différentes époques, mais vous avez raison. Le temps est venu de prendre cette décision. Je serai candidat à la fonction de président de la Fédération de Russie. Très mauvaise mise en scène, très mal jouée par les uns et par les autres. On dirait de l'amateurisme, quoi. On dirait un petit spectacle entre les enfants en bas âge dans une représentation écolière dominicale.
Voilà, et mise en scène, quoi. D'autant plus que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à peu près la même mise en scène, il y a eu en 2018, lorsque Poutine se présentait donc pour le mandat de 2018-2024. Et donc là, c'était pareil, la même mise en scène, comme quelqu'un demanderait Poutine à se présenter. C'est comme si Poutine ne le décidait pas de lui-même. Et donc là, pareil, il a répondu oui, vous avez raison, effectivement, je vais me présenter. Et effectivement, donc il a remporté les élections avec un score. Voilà. Ce nouveau scrutin doit lui permettre, ce que je viens de dire, en Russie, par exemple, tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Même ceux qui adorent Poutine aveuglement jusqu'au boutiste fini. Simplement, ces gens-là, ils vont jamais le dire ouvertement, d'autant plus qu'aujourd'hui, de toute façon, en Russie, en ce qui concerne le pouvoir en place, on ne peut pas dire grand-chose ouvertement. Et même moi, quelque part, je prends les risques en vous disant ce que je vous dis là en français, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les oreilles sont partout. Mais je dis simplement que cette mise en scène, elle était tellement, tellement évidente, tellement flagrante, tellement tout, que c'est pas possible de ne pas le remarquer. Surtout quand on parle russe, surtout quand on est russe, surtout quand on connaît le fonctionnement de l'intérieur, et puis surtout quand on voit ce mauvais jeu d'acteur devant la caméra, on dirait improviser 5 minutes avant le tournage, quoi. Ce nouveau scrutin doit lui permettre de demeurer au pouvoir jusqu'au 2030. Il pourra alors concourir à nouveau pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 4 ans, une révision constitutionnelle lui a en effet offert le droit d'effectuer jusqu'aux 4 mandats présidentiels consécutifs, alors que la constitution russe n'en permet théoriquement que 2. Alors bien évidemment, puisqu'ils ont fait ce changement-là, donc maintenant tout le monde s'arrache les cheveux en disant mais est-ce qu'il va vraiment rester jusqu'au 2036? Est-ce que vraiment ils ont tout calculé? Mais est-ce que vraiment on est sûr que Poutine déjà restera vivant? Ça, personne n'en est sûr. Par contre, il a la carte blanche pour aller jusqu'à cette date-là. Effectivement, bon, que voulez-vous que je vous dise? L'histoire future nous le dira. Ces promesses ne se limitent pas à la guerre en Ukraine. Lors de son discours annuel à la nation, fin février, alors aussi ce qui est intéressant, c'est que Poutine a fait cette année la même chose qu'a fait Macron lors des dernières élections en France, c'est-à-dire qu'il n'a participé à aucun débat avec l'opposition, tout simplement. Mais par contre, là, ce qu'il a fait, à peine il y a 2 semaines, donc il s'est adressé à la nation et a esquissé son programme pour les 6 prochaines années. Au-delà de sa justification de la guerre en Ukraine, il a défendu une Russie des valeurs traditionnelles en opposition à un Occident décrit comme décadent. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Une famille avec de nombreux enfants doit devenir la norme, a-t-il insisté, en réponse à la crise démographique du pays. Et donc là, finalement, pour moi, si vous voulez, déjà qu'il y ait une crise démographique dans le pays, on le sait depuis à peu près une dizaine d'années, parce qu'il y avait la politique d'aide à l'enfantement, d'aide aux familles nombreuses et toutes ces choses-là, même si ces aides-là sont très, numérairement parlant, sont très petites, mais quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond d'une crise démographique dans le pays, il est clair qu'il faut repeupler le pays. Donc il est clair que on ne va pas défendre les valeurs non traditionnelles venant de l'Occident. En dehors du fait que le logiciel russe et puis l'Église russe n'acceptent absolument pas ces valeurs non traditionnelles et qui se battent. On peut les appeler, on peut les traiter des conservateurs, des réacs, tout ce qu'on veut. Mais enfin bon, j'ai envie de dire, c'est quand même pas le seul pays sur Terre qui se bat pour les valeurs traditionnelles. Permettez-moi de vous le rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une crise démographique, parce que la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, hein, c'est quand même 11 fuseaux horaires, et il y a de mémoire 140 à peu près millions d'habitants, dont la majorité absolue est concentrée dans la partie européenne, c'est-à-dire avant l'Oural, avant la Sibérie, et tout le reste, bon, bah déjà, ce sont des terres pratiquement inhabitables. Tu m'étonnes, au Kamtchatka, les moustiques sont de la taille d'une vache, donc, et en plus, il fait... je ne sais pas quelle température, 10 mois par an, il fait super froid, enfin c'est très inhospitalier.
sans parler du fait que l'infrastructure est quasi absente dans ces coins-là, mis à part, bien évidemment, sans parler des villes millionnaires, vraiment des vrais mégapoles qui sont aménagés, l'infrastructure a été refaite, etc., etc. Mais globalement, quand même, je répète, 11 fuseaux horaires. Hein, je pense que toutes les mégapoles de Russie, on pourrait les mettre dans un fuseau horaire. Voilà, et il y en a 11. Donc il faut repeupler le pays. Et sur ce fond-là, automatiquement, les valeurs non traditionnelles de l'Occident ne sont pas vraiment bienvenues. Le président a en outre fait miroiter des investissements pour moderniser la Russie dans des domaines variés. Bon, là, je vais passer ce paragraphe-là parce qu'on énumère tout ce qu'il a promis à faire. Voilà, c'est le programme. Très bien. Ensuite, les 3 autres candidats ne sont pas des concurrents. Aux côtés de l'occupant actuel du Kremlin, 3 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Nikolai Kharitonov, Leonid Slutsky et Vladislav Davankov. Membres de partis représentés au Parlement russe, ils n'ont pas eu besoin de passer le filtre du recueil de parrainage. Mais leur présence donne une fausse impression de pluralisme politique alors que ces 3 hommes sont loin d'être des adversaires de Vladimir Poutine. Je confirme. Aucun d'entre eux ne s'oppose à la poursuite de l'invasion russe de l'Ukraine. Ben oui, mais en même temps, attendez. Vu ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, il est clair que si on donne la possibilité à ne serait-ce qu'un des candidats de s'exprimer contre la guerre en Ukraine, en l'espace de 2 minutes, vous imaginez ce qui va se passer dans le pays, qui, encore une fois, qui reste en guerre, et qui est en guerre contre tout l'Occident collectif. Donc il est clair qu'on ne pouvait pas, enfin le pouvoir en place, le FSB, etc., ne pouvait pas laisser les candidats s'exprimer contre la guerre en Ukraine. Et donc ceux qui finalement sont passés, on va dire, dans le camp des candidats, ceux qui ont été validés, il n'y en a aucun qui s'est exprimé contre la guerre. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Alors, vous pouvez appeler ça non démocratique, si ça vous plaît, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien voir les pays occidentaux, par exemple, si aujourd'hui ils étaient en guerre comme la Russie l'est, est-ce qu'ils n'appliqueraient pas les mêmes règles sur leur propre sol? Ben, moi, je vous mets dans le mille que si. Ensuite, Nikolai Kharitonov est le président du Parti communiste russe dans ce scrutin. Il dit « Notre tâche est de consolider le peuple pendant la campagne électorale pour qu'il y ait une victoire sur tous les fronts », a-t-il déclaré fin décembre lors de l'annonce de sa nomination. Autre candidat déclaré, Slutsky. Alors Slutsky, ça c'est l'héritier de Zhirinovsky, pour ceux qui connaissent vraiment la politique russe, pour ceux qui suivent. Donc Slutsky, c'est l'héritier de Zhirinovsky, d'accord? Donc Slutsky dirige le Parti libéral-démocrate de Russie, un mouvement conservateur et nationaliste. Et il a lui-même prédit une victoire énorme, citation pour Vladimir Poutine, affirmant qu'il ne lui ôterait pas de voix. Alors quand un candidat aux élections présidentielles déclare ce genre de choses, j'ai envie de dire, je pense que tout est clair. C'est pas la peine de tergiverser dans tous les sens. Le gars est là uniquement pour la bonne et due forme. D'autant plus que, selon moi, Slutsky, ce personnage-là, il a strictement aucune chance, même s'il n'était pas face à Poutine, même s'il était face à quelqu'un d'autre, il a strictement aucune chance un jour de devenir président dans ce pays, puisque il n'a pas du tout le profil de Zhirinovsky, qui était le créateur, le fondateur du parti en question, Parti libéral-démocrate de Russie. Bon, ça j'explique vraiment pour les puristes qui suivent la politique russe de près, parce que je sais qu'en France, il y en a certains qui le font très soigneusement, même beaucoup plus que moi. Mais enfin bref. Et donc, Zhirinovsky, c'est quelqu'un qui est mort juste après le début de la guerre en Ukraine, donc maintenant il y a 2 ans. C'était quelqu'un de bien insupportable de son vivant, mais par contre qui était entré presque dans le rang des saints. Pourquoi? Parce que il a fait pas mal de déclarations presque prémonitoires de son vivant. Et donc finalement, quand il est parti, on a commencé à l'adorer et à le citer partout, comme si c'était
Nostradamus d'une certaine manière, puisqu'il parlait déjà de la guerre en Ukraine, il disait qu'il y aurait pas des élections après que Zelensky ait été élu la première fois. Il a déjà dit à cette époque-là que les prochaines élections en Ukraine seront annulées, qu'il n'y en aura plus. Et Zelensky, il a dit ça, je ne sais plus en quelle année c'était, 2019, 2020, je ne sais plus, bref. Et donc finalement, Slutsky, celui qui récupère le parti après le décès de Zhirinovsky, il n'a pas du tout le profil, donc je pense qu'il se présente, en tout cas le parti n'a personne d'autre à l'intérieur, à part lui comme candidature pour mettre aux élections. Donc il est là uniquement pour la bonne et due forme. Mais ce n'est pas du tout un concurrent réel à Poutine parce qu'il a, selon moi, il n'a pas le niveau, il n'a pas la carrure, même s'il fait 200 kilos. Hein, mais c'est pas du tout le personnage pour diriger un pays comme la Russie, absolument pas. Ensuite, Vladislav Davankov, enfin est député et ancien candidat à la mairie de Moscou. Voudrais-je la paix à tout prix? Non, avait-il déclaré au sujet de l'Ukraine selon le site d'actualité russe Fantanka. Il a tout de même estimé que l'opération militaire spéciale ne devait pas être une question laissée à nos enfants. Là, ma foi, je ne peux qu'être d'accord. Il faut que ça soit réglé, terminé au plus vite, ça c'est clair. Ça dépend aussi dans quel contexte il a dit ça et en sous-entendant quoi, parce que là on peut voir cette réponse à travers plusieurs prismes. Enfin bon. La véritable opposition est exclue du scrutin. Au fil de la campagne, 2 réelles candidatures d'opposition à Poutine ont été écartées. Début février, le candidat libéral et pacifique Boris Nadezhdin a vu sa candidature rejetée par la commission électorale russe. Celui-ci il n'a pas eu suffisamment de signatures et comme par hasard, plus bas on donne sa citation, il dit « Nous devons arrêter les combats ». Avec l'Ukraine, plaide Boris Nadezhdin, seul candidat d'opposition à Vladimir Poutine. Nous devons arrêter les combats. Comme par hasard, il n'a pas eu suffisamment de voix pour être candidat aux élections. Mais, en attendant, il n'est pas en prison. Il a tout simplement été écarté, malgré ses déclarations, il a été écarté, on va dire, de la feuille électorale. Peu connu du grand public jusqu'à cette campagne, le candidat opposé à l'offensive russe en Ukraine est un élu municipal d'une petite ville en banlieue de Moscou. Le gouvernement ne devrait pas essayer de créer plus de territoire pour la Russie, c'est une mauvaise idée, affirmait-il en début d'année dans un entretien à France Info. Fin décembre, la commission électorale russe avait également invalidé la candidature d'Ekaterina Duntsova, journaliste et ancienne élue municipale. L'institution avait justifié par des erreurs dans des documents présentés par la candidate pro-démocrate, elle aussi opposée à la guerre en Ukraine. C'est binaire, quoi. C'est une évidence. La Russie réprime durement toute critique du Kremlin. C'est ce que je disais tout à l'heure, encore plus depuis le début de l'invasion russe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des figures de l'opposition sont en exil quand d'autres ont été condamnés et incarcérés. À distance, des anti-Poutine tentent malgré tout de mobiliser les électeurs, notamment en appelant à participer à l'opération Midi contre Poutine, proposée par Navalny peu avant sa mort. J'aime l'idée que ceux qui votent contre Poutine se rendent aux urnes à la même heure, à midi, avait-il écrit sur X. Le niveau de connerie, mais franchement, bien sûr, c'est quand même assez ridicule comme annonce, selon moi, mais passons. Et le dernier sous-chapitre, les Russes sont, ça fait combien de temps? 20 minutes. Les Russes sont encouragés à voter et les fraudes sont possibles. À l'approche du scrutin, des affiches sont apparues en Russie pour inciter les électeurs à aller voter entre vendredi et dimanche. Tombola, animation, les autorités se mobilisent pour inviter au maximum de citoyens à se rendre aux urnes. Selon Le Monde, le Kremlin souhaite une campagne calme, sans show superflu, qui se termine pour Poutine par un score au moins égal à celui de la dernière élection en 2018, lorsqu'il a remporté 75% des voix. Bon. Là, je n'aurai pas de commentaires, les tombolas, les animations, je ne sais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais il est possible que ça existe. En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'impossible, quoi.
La campagne de réélection de Poutine en 2018 a bénéficié d'avantages, notamment un traitement médiatique préférentiel, de nombreux abus et des irrégularités de procédure lors du décompte des voix, rappelle l'ONG de défense des libertés Freedom House. Bah, moi, j'ai envie de conseiller à Freedom House d'aller aussi voir du côté de Washington, hein, parce qu'il y a de quoi faire aussi là-bas. Ils sont gentils, eux. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Washington, il y a plein de pays où ils devraient aller, parce que par hasard, on les entend uniquement sur la Russie, comme par hasard. Mais enfin bref. À l'époque, des électeurs avaient affirmé avoir été forcés d'aller voter par leurs employeurs et leurs enseignants. D'autres déclaraient avoir reçu des billets pour des concerts ou des coupons pour des produits alimentaires en échange de leur participation. Dans les coins reculés, c'est tout à fait possible. Ça m'étonnerait que dans les grandes villes, ce genre de tactique ait lieu, mais dans les coins reculés, oui, je pense que c'est tout à fait possible, d'autant plus que c'était des méthodes. Enfin, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était présent en Russie déjà depuis longtemps. Le système électoral russe est conçu pour maintenir pour maintenir la domination de Russie unie. Le parti de Poutine pointe Freedom House, qui évoque aussi des bourrages d'urnes lors des législatives de 2021. Cette année, le vote électronique et l'étalement du scrutin sur 3 jours pourraient entraîner davantage de fraude, pointe par avance Le Monde. Bah, moi, j'ai qu'un seul souhait, que le Freedom House il soit aussi actif et aussi pointu, notamment pendant les élections américaines et par exemple pendant des élections européennes. Ça serait aussi pas mal. Ça serait intéressant de connaître toute la vérité. Si seulement, bien sûr, ils vont la dire. Maintenant, en ce qui concerne le bourrage des urnes, ma foi, je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai jamais assisté. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est raconté pour faire des effets d'annonce. Peut-être que ça existe réellement. Probablement, je ne peux pas m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai jamais assisté au décompte en Russie et je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Donc voilà, en somme, pour moi, je dirais que 90% de l'article est juste. Donc c'est, comme il me disait, ces experts en expertise, finalement, une fois n'est pas coutume, ont délivré un article juste, bon, avec 2-3 détails par-ci, par-là, avec la dialectique et la rhétorique un peu, bref. Mais globalement, c'est juste, donc je ne peux pas invalider, tout ça est vrai. Donc voilà, en somme, et puis bien évidemment, on connaît déjà le résultat des élections en Russie. Le tout maintenant, c'est de connaître le score exact. Est-ce que ça sera 75%? Est-ce que ça sera un peu moins, un peu plus? C'est finalement là-dessus que ça sera intéressant. Parce que si ça sera un peu moins, peut-être qu'ils vont essayer de signifier quand même qu'il y a un certain mécontentement, qu'il y a un peu d'abstention dans le pays, mais globalement, quand même, le peuple est pour Poutine. Maintenant, s'ils maintiennent le même score, voire s'ils le font plus, bon week-end.